Donc, dans cette vidéo, on va traiter la solution de l'exercice 2 de la série 3 en électrostatique pour les étudiants de SMPC, SMIA de cette année. Donc, l'exercice 2, l'énoncé. On considère une sphère conductrice pleine S1 de centre O de rayon R1 porte une charge Q1 positive. Une seconde sphère conductrice S2 creuse de rayon intérieur R2 supérieur à R1. Ça veut dire que la deuxième sphère S2 supérieure à S1 et de rayon extérieur R3. Donc la sphère numéro 2, c'est une sphère creuse. Donc elle porte une charge Q2. On place S1 à l'intérieur de S2 de telle sorte que les deux sphères sont concentriques. Donc, on note respectivement S2 interne et S2 externe, les surfaces internes et externes de S2. D'accord? Et on considère à nouveau Q1', Q2', Q3', les charges de S1, S2 interne et S2 externe. Donc, on a deux étapes. La première étape, c'est qu'on a séparément S1 et S2. La deuxième étape, donc, comme ça. D'accord? Donc, on a S1 qui porte une charge Q1 de rayon R1 et de centre O1. Et on a S2 de rayon intérieur R2 et de rayon extérieur R3. D'accord? Donc, on met S1 à l'intérieur de S2 de cette manière. Et on va avoir à nouveau la répartition des charges électriques. Au début, pour S1, elle porte Q1 et maintenant, elle porte Q1'. La même chose pour la sphère S2. Pour cela, on doit faire un petit rappel sur ce qu'on appelle théorème des éléments correspondants. Ce théorème stipule que on considère qu'on a deux conducteurs, A et B. A à gauche et B à droite, initialement éloignés l'un de l'autre. Lorsqu'on approche les deux conducteurs, et bien sûr, ils ne doivent pas porter le même potentiel. Ils doivent avoir un potentiel différent. Donc chaque conducteur, il doit avoir un potentiel différent de l'autre. Lorsqu'on approche les deux conducteurs, un champ électrique apparaît. Vous voyez ici un champ électrique apparaît. Ici, c'est un schéma et on suppose que le potentiel d'à gauche, le conducteur à gauche, supérieur au potentiel conducteur à droite. Donc ce champ électrique modifie la répartition des charges à la surface des deux conducteurs. D'accord? Donc l'apparition de ce champ électrique, comme j'ai dit, il modifie la répartition des charges ou bien la distribution des charges à la surface des deux conducteurs. Donc, c'est-à-dire il y a un mouvement, c'est comme il y a un mouvement des charges. Et d'un coup, on peut montrer que la charge portée par l'élément A, d'accord, est égale à moins la charge portée par le conducteur B ou bien l'élément B. Donc cette relation montre qu'il y a une redistribution des charges entre les deux conducteurs. Donc les charges électriques portées par deux éléments correspondants reliés par des lignes de champ sont opposées. Donc on a deux cas de figure. Soit une influence partielle, seulement, par exemple, dans ce cas, dans l'élément A, il y a seulement cette partie qui est en échange avec la partie B. Ça, on appelle une influence partielle. Ou bien une influence totale. C'est-à-dire que toute la surface est entourée par une autre surface complètement. D'accord? Ça, c'est une influence totale et ça, c'est une influence partielle. Dans ce cas, l'ensemble des lignes des champs issus de A arrive sur B et on peut avoir que l'élément interne de B, parce que B elle a deux surfaces, surface interne et surface externe, donc la surface interne peut avoir moins la charge du conducteur A. Et d'un coup, si
l'élément B ou bien le conducteur B porte une charge totale qui est égale à la charge interne plus la charge externe, c'est-à-dire sur la surface interne et sur la surface externe, on peut simplement remplacer la surface interne par cette relation moins QA. D'où on peut avoir ça. D'accord? On va utiliser ce théorème pour résoudre l'exercice. Donc, revenons à notre exercice. Alors, et en énonçant que on a une sphère au début qui porte une charge Q1 positive et un rayon R1, et on a une deuxième sphère S2 qui porte un rayon, qui porte une charge Q2 positive aussi. Bien sûr, cette sphère est plus grande que celle-là. Les deux sont centriques, mis de telle manière que sont concentriques, et on doit calculer, recalculer de nouveau Q1', Q2' et Q3'. Et bien sûr, on va calculer le potentiel V1' de la première sphère. Donc, on voit clairement qu'on a une influence totale, d'après le théorème. Et d'après le théorème, cette charge Q2, d'accord, d'après le théorème, la charge au début, bien sûr, donc au début, S1 était isolée, donc elle conserve sa charge. Donc ça veut dire que Q1 est égal à Q1'. Or, S2 est une influence totale avec S1. D'après le théorème, on peut déduire que Q2 interne est égal à moins Q1. D'accord? Ou bien, moins Q1' est égal à Q2'. D'accord? Donc, puisque l'ensemble est isolé, et l'ensemble, c'est la charge Q2, S2, par exemple, S2 est isolé, elle conserve la charge initiale. La charge initiale de S2, c'est Q2. Alors, c'est avéré que cette relation est aussi valable, puisque ça, c'est la charge externe et ça, c'est la charge interne. D'où, on peut remplacer, donc on a Q3' égale à Q2 moins Q2'. Or, Q2' est égal à moins Q. Donc facilement, on peut restaurer que la charge externe de la deuxième sphère est égale à Q1 plus Q2. Alors maintenant, on calcule, on utilise le théorème de superposition pour calculer le potentiel à ce moment-là, à cet instant, ou bien dans ce cas-là, ou là, dans cette situation. Donc le potentiel est égal, on a trois charges, Q1', Q2', Q3'. Il suffit, et ces charges elles sont concentrées à la surface de chaque sphère. Donc on applique bien sûr la formule. Donc V1' est égal à Q1' divisé sur 4P epsilon 0 R1. La même chose pour Q2', la surface interne de S2, mais au rayon R2, plus Q3' au rayon R3. Donc ce potentiel, c'est une fonction continue, comme j'ai dit, dans le cours ou bien dans la séance de TD. C'est une fonction continue, doit être continue. Et que la charge à l'intérieur de S1 est nulle. D'accord? Donc ceci dit que le potentiel V' est une constante, ou bien, autrement dit, le champ électrique induit est nul. D'accord? En utilisant bien sûr les expressions qui relient Q1 par exemple, Q1', Q2', Q3', qui relient ça avec Q1 et Q2, on peut tout simplement montrer cette relation. D'accord? Q1' est égal à Q1, Q2' est égal à moins Q. On a juste remplacé moins Q1, et Q3' est égal à Q1 plus Q2. Donc si on fait un calcul, donc on peut faire par exemple une simplification s'il est demandé. Mais dans ce cas, il n'est pas demandé, donc on le laisse comme ça. La deuxième question est comme suit. S1 étant toujours à l'intérieur de S2, on les relie par un fil conducteur. Ici, on a un fil conducteur en rouge de capacité négligeable. Donner la nouvelle répartition des charges Q2
seconde, Q2 seconde, Q1 seconde et Q3 secondes qui apparaissent sur les surfaces S1, S2 intérieur, S2 extérieur. Et recalculer à nouveau V1, ou bien le nouveau potentiel V1 seconde de S1. Donc, ici, c'est une démonstration, on va utiliser une démonstration par récurrence, c'est-à-dire que la nouvelle répartition des charges Q1 seconde, Q2 seconde, Q3 seconde, successivement sur les surfaces S1, S2 est donnée par. On a, donc la démonstration commence par là, on a les conducteurs S1 et S2 sont reliés fortement par un fil conducteur de capacité négligeable et l'ensemble semble être comme un seul conducteur. D'accord? Comme un seul conducteur. Alors, les charges se répartissent sur la surface extérieure, d'où on peut avoir facilement que Q1 seconde est égal à 0, est égal à Q2 seconde, et on restaure Q2 seconde est égal à Q1 plus Q2. D'accord? Donc, on peut toujours calculer le potentiel en utilisant le même concept, même formule. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le potentiel est une fonction continue à la surface. Donc, le potentiel en S1 est égal au potentiel en S2, c'est-à-dire le potentiel lorsque le rayon R est égal à R1 et le rayon est égal à R est égal à R2. D'accord? Ils doivent avoir le même potentiel puisqu'ils sont liés par un fil. D'accord? Ils sont liés par le fil qui est de capacité négligeable. D'accord? Ces potentiels sont identiques à V1 seconde. Donc V1 seconde est égal à Q1 plus Q2 divisé sur 4π epsilon 0 R3. Et bien sûr, les autres sont nuls. La troisième question stipule, il faut calculer ou bien indiquer le schéma. Maintenant, avant d'indiquer le schéma, il faut qu'on lit les énoncés. Donc, S1 étant à l'intérieur de S2, comme toujours, et on supprime cette fois-ci la liaison entre les deux sphères, et on relie S1 au sol. Lorsqu'on relie S1 au sol, ça veut dire que le potentiel est égal à 0. Et S2, on va le relier à un générateur de potentiel, qui est ici V2. D'accord? V2. D'accord? Le sol. Donc, la question A, indiquer à l'aide d'un schéma de répartition la répartition ou bien la nouvelle répartition des charges sur les surfaces de sphère. Donc, exercice 3 applique fortement le théorème de répartition des charges sur les surfaces. Et ce problème, il est très important. Ce théorème, il est très important par la suite. D'accord? Donc, la question indiquer à l'aide d'un schéma la répartition des charges sur les surfaces des sphères. D'accord? Donc, comme je dis, tout d'abord, alors, on a les lignes de champ sont dirigées toujours vers le potentiel décroissant. Vous connaissez ça? D'accord? Le potentiel décroissant, puisque la sphère numéro 2 est portée à un potentiel V2 qui est supérieur au potentiel dans lequel la sphère numéro 1 a eu. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour la question, ils disent indiquer à l'aide d'un schéma la répartition des charges. D'accord? Donc, ici, on voit clairement que le potentiel sont décroissants. D'accord? Donc, vers S1. Donc, ça veut dire que S1 porte une charge négative. Ça veut dire que S1 porte une charge négative, mais un potentiel qui est nul. Donc, cette charge qui est négative, on va l'appeler petite q, d'accord, avec q positif. Donc, la charge portée par la sphère 1 est égale à moins q, avec q inconnu. On va la déterminer après. Et bien sûr, puisqu'on a une influence totale entre S2 interne et S1, on va toujours appliquer que Q2, ou la Q2 seconde, pardon, Q2 seconde est égal moins Q1, non, Q1 3,
Q1 troisième est égal à moins Q2. D'accord? C'est-à-dire Q2, celui-là c'est Q2, Q2 3 est égal à Q. Et ça c'est Q1 3 est égal à moins Q. Par contre, la sphère extérieure sera chargée par une charge qui est Q3 3. Donc, la question B dit que calculer le champ et le potentiel électrostatique en un point M situé entre S1 et S2. Entre S1 et S2, il y a un vide. D'accord? Il y a un vide blanc. D'accord? Il y a un espace. Et repéré par, qui est repéré ce point M, qui est repéré par une distance OM. D'accord? Avec le centre O. Et le centre O, c'est commun par rapport les deux sphères. Parce qu'on a dit que les deux sphères doivent être concentriques. D'accord? Donc, j'insiste d'avoir toujours une question, où la réponse de cette question doit commencer par un mot très important, et c'est la symétrie. On doit raisonner par la symétrie pour dire la direction et le sens du champ total créé au point M. Bien sûr, on va utiliser le théorème de Gauss, mais avant d'utiliser le théorème de Gauss, on doit y avoir une idée sur le sens ou la direction du champ total créé. Donc, on a abordé ce problème, ou cette question en détail. Donc, le champ E, puisqu'on a sphère, on va travailler avec coordonnées sphère. Donc, le champ E dirigé vers le vecteur ER, d'accord, qui est perpendiculaire à la surface. Et on utilise le théorème de Gauss. Simplement, on peut dire, le théorème de Gauss, c'est l'intégrale sur une surface fermée du champ produit scalaire. La surface de Gauss est égale la charge interne, ou bien la somme des charges internes divisée par epsilon 0. Donc ici, puisqu'on a sphère, surface d'une sphère, donc on divise surface d'une sphère, c'est 4πr carré, donc on peut dire ça, divisé par epsilon 0. Donc elle est là. D'accord? Donc puisque maintenant, ça c'est d'une manière générale, puisque maintenant on a R compris situé entre S1 et S2, ça veut dire situé entre petit r situé en R1 et R2. D'accord? Donc, c'est-à-dire on peut faire simplement tirer, on peut tirer cette expression, d'accord, avec le moins Q sur 4π epsilon 0 petit r au carré. D'accord? Pourquoi? Puisque on a, pardon. Pourquoi cette formule? Puisqu'on a remplacé Q, on a remplacé Q par moins Q, tout simplement. On a remplacé Q par moins Q. Puisque entre ici, si je mets ici le point, à l'intérieur de cette surface, il y a tout simplement S1. Et S1, il est porté à moins Q. D'accord? C'est pour ça que je porte moins Q divisé par 4π epsilon 0 r carré. Donc le champ est dirigé avec Q positif. D'accord? Il est dirigé vers une sphère. Donc le potentiel, on utilise cette formule, c'est une agréable formule, le E est égal à moins grade V. D'accord? Ça c'est le potentiel. Et le grade, c'est bien sûr c'est la dérivée par rapport à R. La dérivée par rapport à R, ici la dérivée par rapport à R, donc si on veut V est égal à moins l'intégrale ER d de R. D'accord, j'ai remplacé ici, il y a une petite erreur. Normalement ici, ils ne doivent pas avoir, puisqu'on a remplacé par moins, avec ce moins ça va donner plus. D'accord, ça va donner plus. Donc la fonction primitive, tout ça c'est constant, Q sur 4π epsilon 0 c'est constant, et il reste l'intégrale d de R, R carré, c'est moins 1 sur R plus une constante. Donc ce moins-là est vrai. D'accord? On va utiliser les conditions initiales pour déterminer la constante C1. On sait que le potentiel au point R1, puisque, comme j'ai dit, il est lié à la Terre, est égal à 0. Donc, lorsque petit r est égal à R1, on va remplacer ici R1, et ça est égal à 0. Ce 0-là, c'est celui-là.
et on détermine la constante. La constante est égale Q divisé par 4P epsilon 0 R1. Donc, on met l'ensemble côte à côte et on déduit le potentiel entre les deux sphères est égal à cette expression. D'accord? Donc, bien sûr, le potentiel lorsque petit r égale à R1, ce potentiel est égal à 0. On peut déduire aussi le potentiel V2, c'est ce potentiel lorsque petit r égale à R2, et tout simplement est donné par cette forme. Donc on a deux potentiels en réalité. Entre les deux, maintenant, on a créé deux potentiels, V2 et V1. D'accord? Donc on va parler de la capacité. Cela va nous conduire à parler de la capacité. En déduire, la question C, en déduire en fonction de V2, les charges Q1, 3, Q2, 3 et Q3, 3. D'accord? Facilement, puisque ça c'est une constante, puisque V2 c'est une constante, on a cette relation tout à l'heure, on l'a montré, puisque ça c'est une constante, d'accord, on peut tirer Q. Donc Q est égal à 4P epsilon 0 fois V2, d'accord, fois R1 fois R2, divisé par R2 moins R1, qui est aussi positif, ça veut dire parce que tout simplement R2 il est supérieur à R1. D'accord? Donc Q1' ou la Q1, 3 est égal à moins Q et Q2 est égal à Q, tout simplement. D'accord? Donc Q3 est égal à ce potentiel. Donc Q3 est égal à V, d'accord, est égal à V en R3 divisé sur 4P epsilon 0 fois R3. Ça, c'est une relation très importante. D'accord? Puisque Q3, 3, il est porté par l'extérieur de la sphère S2. Et l'extérieur de la sphère S2, il est défini lorsque petit r est égal à R3. D'accord? Donc là, je remplace petit r3 par R3. D'accord? Et là, puisque ça c'est une constante, donc je peux déduire celui-là est égal à V2 fois 4P epsilon 0 R3. Donc on a défini, bien sûr, on a retrouvé le bilan des charges lorsqu'on a mis la configuration du système. Donc, la quatrième question aborde, on isole maintenant S1 du sol. On isole S1 du sol. D'accord? Toujours à l'intérieur de S2. Elle porte une charge Q positive, pardon. Et on relie S2 au sol. Donc c'est S2 qui va être égal à 0. Le potentiel est égal à 0. Donner la nouvelle répartition des charges sur les surfaces S1 et S2 et exprimer le champ entre, donc le champ, on doit passer par un potentiel bien sûr, entre S1 et S2. D'accord? Donc S1 porte une charge positive, pas de souci, pas de problème, la charge il est positive, donc S1 porte. Donc S2 interne porte une charge qui est moins cette charge-là, donc moins Q, pardon. Et S2 externe relié au sol, on peut dire que et bien sûr, celui-là est découpé, est coupé, le fil est coupé, donc la charge extérieure est égale à 0. Donc il y a une compensation entre les deux charges. Donc le champ électrique entre S1 et S2 selon le théorème de Gauss, il peut s'écrire sur cette forme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Q interne. D'accord? Il faut déterminer c'est quoi Q interne. Q interne, c'est QA. Ou bien Q, puisqu'on a dit Q est égal à QA. D'accord? Donc, à ce moment-là, on peut calculer le potentiel généré par la sphère S1. D'accord? Par la sphère S1, donc V1 est égal à celui-là, comme on a dit tout à l'heure. Et donc ça, il n'y a pas ce petit R2. Je l'ai corrigé, mais une fois il apparaît ici. Donc, c'est celui-là qui est correct. Donc, V1 est égal à ça. Donc, automatiquement, on peut avoir une formule très simple, ou bien la capacité, il est défini toujours par Q sur V1, ou bien sur le potentiel. En général, c'est la différence de potentiel ici. Mais V2 est égal à 0. En réalité, on doit y avoir Q divisé par V1 moins V2, puisque la capacité s'émet et se retrouve toujours, l'existence de la capacité s'émet toujours lorsqu'on a deux conducteurs portés à des potentiels bien sûr différents comme j'ai dit. Ici, le potentiel V2 est égal à 0, donc C est égal à Q divisé par V1.
Alors ici, il est corrigé, il n'y a pas de R. Donc le 4π epsilon 0, grand R2 fois grand R1 divisé par l'épaisseur. R2 moins R1, c'est l'épaisseur de la zone blanche. On peut calculer, on déduire l'énergie emmagasinée par ce condensateur, c'est-à-dire 1 demi Q, la différence, voilà, je retrouve ici moins V2. Normalement, il doit y avoir ici moins V2. D'accord? Donc, on remplace, donc V2 est égal à, V2 est égal à 0, donc cette formule, elle est finale. Donc, on peut avoir une autre façon pour calculer l'énergie, voilà, la densité à partir de l'énergie, de la densité d'énergie, sur cette forme, on peut y intégrer cette formule, ça c'est le potentiel, d'accord, ça c'est le volume, ça c'est le volume, ça c'est le volume, d'accord, est égal à 1 demi epsilon 0 fois E carré, d'accord, ici c'est le volume sphérique, je le remplace puisque c'est une densité, donc divisé par le volume. Donc je fais un petit calcul, je retrouve l'énergie anticipée, l'énergie emmagasinée. Donc merci et on se verra pour la suite. Peut-être on va aborder la question ou bien l'exercice numéro 3 dans une autre vidéo.